Bon, on va commencer. Donc bonjour à tous. Donc moi je me présente à Iris, donc crypto-anarchiste dans l'âme, et j'adore tout ce qui est crypto, sécurité et autres sur Internet en particulier. Donc là on va parler de OpenSSL, qui depuis le début de l'année est un peu sous les feux de la rampe, avec tous les bugs qui a pu apparaître, des failles de sécu type Heartbleed ou autres, et surtout l'analyse de code qui a eu lieu par la suite par les équipes d'OpenBSD. Qui ont déployé ce qu'ils appellent le bombing carpet pour nettoyer le code. Donc en gros, tapis de bombe, hein, on a tout dégommé à mort. Et donc ils sont tombés sur des trucs vraiment pas cool dans OpenSSL, et donc pas cool au niveau de la sécurité, mais qui peuvent être bien marrantes dans des slides pour faire une petite présentation un peu fun. Donc au sommaire, du lol, du what the fuck, du what, du facepal, du fun, enfin un peu tout et n'importe quoi. Le but de la conférence, c'est pas de taper sur OpenSSL, tout le monde est bien content qu'OpenSSL fonctionne. C'est massivement utilisé sur les sites d'e-commerce, HTTPS, pour pas mal de protection. Mais c'est juste pour montrer, voilà, quand on fait de la crypto, faut savoir ce qu'on fait, faut pas y aller n'importe comment, sinon on peut obtenir des trucs comme ça. Donc le premier truc qui va nous occuper un petit moment, ça va commencer par Heartbleed. Donc Heartbleed, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'actualité, c'est une faille qui est apparue, qui a été découverte en début d'année, qui en gros, si on savait bien s'y prendre et qu'on causait délicatement à l'oreille du serveur OpenSSL, on pouvait récupérer les clés privées, enfin en tout cas lire la mémoire et donc les clés privées potentielles pour déchiffrer toutes les autres communications à la suite. Donc ça a fait un peu le buzz un peu partout, la faille a été corrigée assez rapidement, et puis là, après coup, on a commencé à réfléchir, à regarder qui avait introduit ça, et on a eu beaucoup de surprises. Premier exemple, on a vu ça. Donc c'est le message de commit du morceau de code en fait qui a introduit la Firebleed. Donc on lit ça rapidement, il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de blabla, et puis on s'est mis à réfléchir. Qu'est-ce qu'un mec vient faire de la crypto un 31 décembre à 23h? Celui qui a commité ça, en plus, bon, c'est un Allemand, donc il avait peut-être potentiellement UTC plus 1 ou plus 2, donc enfin, on est à 2 heures du nouvel an, le mec doit avoir 3 grammes dans chaque poche, et vient faire des commits sur des outils de crypto ultra sécuritaires. Donc cadeau de nouvelle année, c'était particulièrement fun. Ça a été revu en plus, donc on voit ici, hop là, si ça marche. Ça marche pas. On voit donc qu'on a bien un auteur et des relecteurs, donc les bugs ont été revus, relus par des gens, et personne ne s'est rendu compte qu'il y avait un gros bordel. Bon, un 31 décembre, on pourra leur les excuser quand même. Et pensez à votre vie sociale. Donc déjà, premier facepalm, on fait pas ça la veille du nouvel an. Ensuite, on va regarder le code. Le morceau de code en question, c'est un truc qui est tout con. Alors ça passe un peu mal sur le vidéoprojecteur, on n'a pas tout. En gros, on vient donc Heartbeat, qui était une fonctionnalité SSL qui permet d'envoyer des paquets en fait et de lui dire reste en vie le temps que je finisse mon truc. Ça prenait des données utilisateurs, donc ici en fait c'est le payload. L'utilisateur disait voilà, je vous envoie un ping, vous me renvoyez un paquet de données qui contiendra 10 caractères, 20 caractères, 30 caractères. Et les développeurs d'OpenSSL n'ont fait aucune vérification sur ce que l'utilisateur rentrait. En particulier, ici on voit que payload c'est un unsigned int, donc ça peut aller jusqu'à 2 puissance 32 octets, donc ça fait 64 kilooctets, ce qui fait beaucoup de mémoire. Et cette taille-là était directement, on faisait un gros même copy ici, on fait un même copy de notre mémoire, donc on lui donnait un endroit de départ, un endroit d'arrivée. L'endroit d'arrivée dépendait des données utilisateurs, et on balançait ça en réponse. Donc si les gens étaient cool et disaient voilà, file-moi 4 octets, on avait 4 octets. Si la personne était moins cool et file-moi 64 kilooctets, on avait 64 kilooctets de mémoire. Ce qui n'était pas du tout prévu, et on pouvait du coup avoir accès aux clés privées, au login mot de passe de l'utilisateur, et à n'importe quoi qui tournait sur la machine au final, ça pouvait même dépasser le cadre de SSL. Il y a des analyses qui ont été faites, on ne sait pas trop en fait ce qu'on avait accès ou pas, mais en termes de sécurité, il vaut mieux considérer le pire, c'est-à-dire qu'on avait accès à tout, que de se dire que non, les données étaient bien à l'abri quelque part. Parce que le même copie, il fait pas de contrôle, on lui dit de copier de là à là, il copie de là à là.
Donc en gros, ouais, bah ça se voit pas. En gros, la grosse règle première quand on fait de la programmation, c'est de ne jamais faire confiance aux données utilisateurs. À chaque fois qu'un utilisateur a la main sur quelque chose, faites de la vérification. Vérifiez ce qu'il vous envoie. Si vous attendez un int, contrôlez que c'est un int. Si vous attendez à avoir un port, contrôlez que c'est entre 1 et 65 535. Moins 1, c'est pas une valeur valide. 65 536 n'est pas une valeur valide. Si on donne des chaînes de caractères, vérifiez qu'il n'y a pas de données injectées bidon à l'intérieur qui pourraient potentiellement vous impacter. Et là, en fait, ça n'a pas du tout été fait. C'est une règle qui est pourtant essentielle en termes de programmation, même en dehors de la sécu. Et personne n'a vu qu'on venait lire des données n'importe comment en mémoire, ce qui fait quand même relativement peur. Les gens qui s'occupent de SSL sont censés être des personnes compétentes, des chercheurs en sécurité, des niveaux de développement, enfin des développeurs de très grand niveau. Et ils ont laissé passer cette faille-là, qui est une erreur de débutant. C'est juste une erreur de gros débutant. Donc voilà, triple facepalm. Quoi dire de plus sinon qu'on a leaké notre vie entière pendant plus de 10 ans de mémoire, parce que le bug a été introduit il y a une dizaine d'années, et personne n'a jamais rien vu. Donc la NSA s'en est peut-être donné à cœur joie, ou d'autres qui coulolent dans des coins pour s'amuser à brute forcer les machines derrière. Après ça, donc du coup, quand on a vu Heartbleed, il y a des équipes d'OpenSSL qui se sont dit, d'OpenBSD pardon, qui se sont dit, on va commencer à regarder pourquoi on en est arrivé là. Ils ont ouvert le code, ils ont commencé à prendre peur, ils ont continué à regarder le code, ils ont eu encore plus peur. Et ils se sont dit, on peut plus utiliser ça, on va tout, enfin en tout cas nettoyer le code, on fait notre truc à nous et on vire toutes les couches de merde. Et là, ils en ont trouvé des tonnes. Le premier gros problème d'OpenSSL, c'est ce qu'on appelle le Not Invented Here syndrome. En gros, OpenSSL a décidé de tout réimplémenter. Ils ont considéré, par exemple, que l'allocation mémoire système, c'était pas sécurisé, c'était trop lent, c'était pas bien. Donc, ils ont redéfini le leur. Ils ont leur propre allocateur mémoire. Un gros coup de trucs qui tâchent très fortement. Donc des gens qui arriveraient à lire ça, c'est absolument indébuggable, avec en plus des if and def en fonction de ce que l'utilisateur va configurer la compilation ou pas, des morceaux de debug, que l'option de debug est activée par défaut. Et donc l'option de debug ici, bah vas-y, je te dump le contenu de ta mémoire. Et je vais peut-être afficher dans les syslogs ou dans les logs les contenus, les clés privées, les données RSA, AES ou autres, tout ce qui passe. Donc c'est le gros merdier absolu. En plus de ça, ce truc de réinventer les allocations mémoire, ça a coupé de base tout ce que la communauté avait pu intégrer dans le malloc Linux. Et les autres, OpenBSD, il y a beaucoup de mécanismes de sécurité qui sont censés justement empêcher ce que Heartbleed a permis, c'est-à-dire qu'on va vérifier que les données mémoire appartiennent bien à notre application, qu'elles ont bien été allouées par notre appli, qu'on n'a pas de débordement, on va foutre un gros random de tout ça pour éviter d'avoir que notre mémoire soit allouée séquentiellement et donc qu'on puisse potentiellement avoir des vecteurs d'attaque. Tout ça c'est intégré dans le malloc standard. Quand OpenSSL a réimplémenté le sien, ils ont tout skippé, ils se sont retrouvés juste à poil. Donc les équipes par exemple de OpenBSD a décidé de recompiler OpenSSL en virant ce malloc tout foireux. Et en fait on n'était plus sensible à Heartbleed parce que OpenSSL plantait quand on passait par Heartbleed et donc on ne fuitait pas nos données. Bon, le serveur était mort, mais au moins on ne fuitait pas nos données. Donc quand vous faites de la crypto, évitez de réinventer la roue. OpenSSL c'est censé faire du SSL, c'est pas censé faire de l'allocation mémoire. Donc appelez des personnes compétentes en alloc mémoire, regardez ce qui s'est fait, même si jamais vous avez l'idée débile de réimplémenter la vôtre, regardez les différentes couches de sécurité qui existent dans le noyau standard, essayez de les remettre en place, si c'est là c'est pas fait pour décorer. Et puis même de manière générale, évitez de tout réinventer. Le genre de truc qui, du coup, ils ont fait des trucs assez marrants avec leur allocateur mémoire. Pour les développeurs, vous devez connaître le passage par référence et le passage par valeur ou le passage par copie de paramètres. OpenSSL est le premier système à avoir inventé le passage par allocation mémoire.
En gros, comme ils ont dû tout redévelopper depuis zéro, ils ont dû à un moment donné se poser la question de qu'est-ce qui était alloué et qu'est-ce qui n'était pas alloué. Donc ils ont fait une espèce de grosse liste en disant bah, le bloc 1 il est alloué, le bloc 2 il est alloué, le 3 il n'est pas alloué, le 4 il n'est pas alloué, etc. Cette liste-là, bah, quand on alloue quelque chose, on récupère une première valeur. Quand on la désalloue, on la remet dedans, et puis le prochain pourra récupérer notre bloc. Le mécanisme qu'ils ont mis en place, c'est ce qu'on appelle du LIFO, c'est last in, first out, donc le dernier qui rentre est le premier à sortir. Ça leur a permis de faire des trucs assez marrants. Par exemple, le code qu'il y a ici, c'est la lecture d'un paquet SSL. Donc, la lecture d'un paquet SSL, on va commencer par lire les en-têtes. Une fois qu'on aura lu les en-têtes, on ira lire le champ numéro 1, on ira lire le champ numéro 2, le champ numéro 3. À chaque fois, ou en tout cas dans certains cas, le contenu de ce qu'on est en train de lire va être libéré. Et là, on va avoir de la chance, une chance abominable, c'est que comme on va réappeler juste derrière, on va réappeler la même méthode juste derrière, on va revenir relire exactement ce qu'on a libéré l'appel d'avant, et donc on retombera pile sur le bon secteur mémoire, et on pourra continuer à lire. Donc du coup, on va lire les en-têtes, on libère la mémoire, on rechoppe notre bloc via la freelist, on relit le champ numéro 2, on réefface, on recharge, et tout ça en passant par la freelist avec la liste des adresses mémoire non utilisées. Donc pareil, les développeurs d'OpenBSD ont viré ce morceau de code là, ont tenté de recompiler, et bah, ça marche juste pas, parce que du coup on se tapait ici, quand on venait récupérer nos données, et ben, on tapait sur un endroit qui n'était pas le nôtre avant, ou qui avait été libéré, donc avec que du zéro, ou du garbage, ou du nul, enfin tout sauf ce qui était censé fonctionner. Donc ils ont corrigé bien sûr, mais c'est... Pour débugger ça, fallait y aller, quoi, parce que quand on avait du thread ou des appels multiples ou des trucs en parallèle, je pense que ça devait être une jolie hérésie à déplomber. Le truc assez marrant, c'est un de mes préférés celui-là. Les développeurs d'OpenSSL se sont dit, bah tiens, on a envie de nettoyer notre mémoire. La fonction qui permet de cleaner en standard, ça ne nous va pas. On va réinventer la nôtre. Si vous avez à le faire, faites pas ça. Ils ont tout réinventé, ils ont tout recopié avec en mettant des chiffres à l'intérieur, on ne sait pas trop ce que c'est. Et puis quand les développeurs d'OpenBSD leur ont dit mais pourquoi est-ce que vous avez réinventé votre truc, la réponse des développeurs a été parce que si on utilise l'allocateur standard, il va être optimisé par GCC, et donc potentiellement GCC va se rendre compte que je suis en train d'écrire des piliers de zéro séquentiellement dans ma mémoire, donc va dire bah, ça sert à rien en fait, et puis va virer ce morceau de code là dégueulasse, quoi. Et là les développeurs d'OpenBSD leur ont dit bah, lisez la doc les mecs, parce qu'il y a effectivement la fonction B0 qui vide votre mémoire, mais il y a la fonction explicite B0 qui dit à GCC surtout me vire pas ce truc là. Et donc en gros, le gros tas de code qu'ils ont écrit là, imbitable et qu'on serait incapable de dire ce que ça fait, ça se résume en explicite B0, qui est une fonction standard du système, donc pas réinventer la roue, qui marche bien et tout ça. Et puis bah, ça juste marche plutôt que de faire de la bouillie comme ça. Et le truc encore plus marrant, c'est que derrière, les développeurs d'OpenBSD ont continué à fouiller sur ce truc-là, et ils se sont rendus compte que les développeurs OpenSSL n'avaient même plus confiance en GCC qu'ils utilisaient et ont redéveloppé ce morceau-là en assembleur. Donc il y a un gros morceau d'assembleur qui fait exactement ça, en disant on considère que comme ça, on ne sera pas optimisé par GCC ou par le compilateur, et on effacera réellement notre mémoire, quoi. À déplomber, je ne sais pas comment ils ont pu durer aussi longtemps sans avoir de merde. Ça marchait, ça fait des trucs, bon ça, comme ils ont dit, à auditer, de garantir que ça écrit des zéros dans la mémoire, sachant que je vois aucun zéro. Ouais, il y a un petit zéro là, mais en fait non, c'est même un hack, c'est un gros hack, un truc débile aussi. Mais là par exemple, il se met à écrire des F avec des 17, des 63, je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire, mais... En tout cas, jusqu'à maintenant, on s'en plaignait pas, mais au final, quand on parle de sécurité, juste on peut pas, enfin, notre audit de sécurité, ça explose, hein, c'est pas possible. Puis après, voilà, on se dit, bah, on a réimplémenté le malloc, on a réimplémenté la freelist avec la zone mémoire.
On a réimplémenté le B0 qui permet d'effacer la mémoire. En fait, comparer les chaînes de caractères, c'est pas efficace non plus. Donc on va le réimplémenter. Sachant que bon, au cas où quand même, on a une petite option de compile qui permet de dire réutilise le strcompare standard, quoi, mais qui n'est pas actif par défaut. Donc on vient tout refaire. Pareil, la manière de comparer la mémoire en crypto, c'est pas le truc à faire. Ici, on a un while qui s'arrête dès qu'en fait il va être rencontré un truc qui ne matche pas. Donc on n'est pas en temps constant. Donc un attaquant, par exemple, va dire bah tiens, j'injecte une clé RSA. Je vois que je m'arrête tout de suite. Bah, c'est que j'ai aucun chiffre de bon. J'injecte une deuxième clé RSA. Ça m'a pris un petit peu plus de temps. Donc j'ai été un peu plus loin dans la mémoire. Puis il est capable de savoir comme ça est-ce qu'il a le début de la chaîne ou la fin de la chaîne. Plus ça prendra de temps, plus il a une clé RSA qui correspond à ce que le système attendait. Donc c'est ce qu'on appelle du side timing attack, de vérifier en fonction du temps de réponse de la machine dans quel état du process on est. Donc quand on fait de la crypto, on s'en fout des perfs, fait tout en temps constant, ça sera plus lent, mais au moins il n'y a pas de vecteur d'attaque. Mais réimplémentez pas ça. Voilà, donc après bon, il y a encore un autre morceau de code. Il y a un autre morceau de code, le truc assez marrant, c'est con, ça se voit pas très bien. Mais ils savaient eux-mêmes qu'il y avait des problèmes quand on faisait de la récursion, qu'il fallait pas s'en servir parce que ça pouvait boucler, ou en fonction des options de compile, on avait des trucs qui marchaient plus bien, enfin, même eux, ils sentaient que ça puait un peu. Donc, globalement, voilà. La vie des développeurs OpenBSD, il y avait trop de bordel, quoi. C'était impossible. Là, on a parlé plutôt des problèmes de développeurs. On ne réinvente pas la roue, on essaye de faire les choses proprement, on ne réinvente pas des roues carrées ou triangulaires. Mais en plus de ça, OpenSSL avait des gros problèmes de sécurité. Premier exemple, ça fait très peur. OpenSSL passe une grosse partie de son temps à regarder si son générateur de nombres aléatoires est initialisé ou pas, et s'il l'est pas, essayer de prendre des décisions toutes plus bizarres les unes que les autres. On va prendre l'heure qu'il est, on va le concaténer avec un caractère qu'on va générer aléatoirement, ou quand vraiment on n'a rien d'aléatoire sous les mains, les clés RSA en fait c'est bien, c'est aléatoire. Effectivement, une clé RSA est censée être générée aléatoirement, bah, ils avaient une clé RSA sous la main, bah, je te l'envoie dans le générateur aléatoire. Clé privée, hein, public ça serait moins marrant. Donc les clés privées arrivent dans le générateur aléatoire. Pareil, vous demandez de faire une signature DSA. Votre signature DSA, à la fin du code, on va venir l'envoyer dans le générateur de nombres aléatoires. Théoriquement parlant, c'est pas forcément gênant. Si le générateur aléatoire, on en a à peu près confiance, c'est celui de Linux par exemple, ou un truc à peu près safe, pourquoi pas. Le problème des générateurs aléatoires sous Linux, c'est que c'est pluggable, c'est-à-dire qu'on peut mettre des machines physiques derrière pour accélérer le traitement, on peut avoir des clés d'entropie, on ne maîtrise pas du coup. Si on est sur une machine Intel, on va avoir des composants Intel qui vont faire ça. Est-ce que c'est pas branché avec la NSA? Est-ce que c'est pas... on ne sait pas. Si on est sur des machines virtuelles, on va peut-être envoyer la clé à notre host qui nous héberge. Donc juste, on ne peut pas contrôler le générateur aléatoire, donc on lui envoie pas de clé, de clé privée ni de signature RSA. Voilà, un autre exemple. Par exemple, on a fini de chiffrer, on a fait de l'AES. On a fini de chiffrer avec notre petit message en AES, et puis là, on se retrouve avec une clé qu'il faut effacer, quoi. On n'a pas envie de garder ça dans un coin. Donc ils ont mis une fonction, donc AES cleanup, qui prend un pointeur de contexte AES, et puis qui nettoie les entêtes. Le contenu de la clé, pas effacé, la clé publique, la clé privée, les paramètres de chiffrement, c'est pas effacé. La solution d'OpenBSD, elle est en dessous, on efface tout, quoi. On prend le contexte, on fout du 0 dedans, et puis pas juste les entêtes. Donc c'est le genre de truc, il y en a partout dans le code d'AES, d'OpenSSL. Des autres trucs qu'ils ont vus, ils ont fait des tests. Donc OpenSSL version standard ne fonctionne plus passé 2038, parce que tout ce qui est date
est casté très sauvagement en long et pas en unsigned long. Donc plutôt que d'utiliser le type TimeT qui existe en standard et qui doit faire les choses à peu près bien, bah, ils ont fait du long, voire même du int. Je sais même pas jusqu'à combien ça peut aller là. Mais en gros, passé 2038, on se retrouve avec des erreurs de signes. On est sur des dates négatives, donc on se retrouve en 1970 et moins des choses. Donc potentiellement, 2038, on risque d'avoir des problèmes des certificats SSL qui seront plus valables. Parce que considérés jamais, ils vont être considérés générés en 1969, qui est une date qui est pas encore, qui est dépassée, périmée ou autre. Donc on va avoir des certificats rejetés sûrement pour ce genre de raison. Après, les développeurs ont vu des trucs bizarres. Par exemple, comment recopier une chaîne dans une autre. Il y en a qui se disent, voilà, il y a une fonction strncopy qui prend un pointeur de destination, un pointeur source, et puis la longueur qu'on veut copier. Le problème, c'est quand on audite ce genre de code, on voit un strncopy avec des source et strlen de source. On ne sait pas ce que ça fait. Est-ce que source c'est un char étoile, donc juste une zone mémoire random? Est-ce que c'est des chaînes qui finissent par des zéros, comme on a l'habitude d'avoir? Ou est-ce que c'est juste un buffer binaire, donc potentiellement on a du zéro en plein milieu de la chaîne? On ne sait pas, on n'a aucune idée. Le strlen, on ne sait pas ce qu'il va retourner. Est-ce qu'il s'arrête au premier zéro? Est-ce qu'il va jusqu'au bout? Donc, en termes d'audit, ça marche aussi bien, ça fonctionne, mais aussi bien ça ne fonctionne pas. Et juste en regardant le code, on ne pourra pas le deviner. Alors qu'il y a une fonction qui existe, même copie, on lui file une entrée, une sortie et la longueur, et il se débrouille. Il n'y a plus besoin de faire du strlen ou de faire d'hypothèses sur le système. Donc c'est beaucoup plus safe. Fonction printf, si on développait la nôtre, 842 lignes avec la gestion de maths flottante faite à la mano dans OpenSSL. Donc du coup avec des printf pas du tout standards, donc si vous êtes développeur, que vous reprenez le code, vous allez faire des printf que vous allez recopier de Stack Overflow ou autre, vous le mettez dans OpenSSL, aussi bien ça marche pas. Parce que les paramètres sont pas dans le bon sens, ou ils ont changé ils ont enfin mis des %i plutôt que des %s, des trucs comme ça. On réinvente le monde. Des commentaires assez marrants, asbug don't use. Ouais, virer le code quoi. Ça c'est dans des fonctions de chiffrement DES. Donc en gros au-dessus des lignes c'est marqué pas utiliser, pas utiliser, pas utiliser. Il y a des bugs, on sait. Bon, on va se poser des questions aussi sur la santé mentale. Oui. Ouais, en fait, l'intérêt, c'est théoriquement parlant, les deux sont complètement identiques. La question que les devs d'OpenBSD se sont posées, c'est que quand ils tombent sur cette ligne-là dans le code, en termes d'audit, ils ont du mal à comprendre ce que ça fait. Ils ont du mal à voir si ça fonctionne vraiment bien. Alors que quand ils voient une ligne comme ça, il n'y a qu'un seul appel de fonction, ils savent ce que ça fait, ils vont pas avoir de fait de bord. Là, ils vont le calculer autrement. Mais en tout cas, eux, il y a beaucoup de lignes dans OpenSSL où c'est ça, quoi. Voilà, ils ont dit en termes de sécurité, en termes voilà, c'est surtout de la lisibilité. Quand on tombe sur des centaines de lignes comme ça, c'est plus en termes d'auditeur là. Quand on veut auditer un code, et je donnerai un exemple qui est encore mieux à la fin, mais qui n'est pas sur OpenSSL. Là, c'est vraiment de l'audit quoi. Là, c'est pareil, printf. Leur truc doit marcher, mais quand on est un auditeur, on connaît les bugs de printf standard, on sait qu'est-ce qu'il faut utiliser, pas utiliser. Si on me reclaque une implémentation de printf, je vais être obligé d'aller auditer la fonction printf, que je vais peut-être même pas me rendre compte que c'est pas la même. Et on comprend pas quoi. Là c'est pareil, on voit un truc as bug don't use, on est auditeur, comment un truc comme ça a pu être audité par le NIST quoi. Voilà, on sue un peu à grosses gouttes. Il y a des trucs assez marrants, ça a été découvert dernièrement. L'algo 3DES était déclaré comme chiffrant sur 128 bits dans OpenSSL, alors que c'est du 112 bits en réalité. Donc ça en dur, il y avait du 168 bits dans tout le code, alors que c'est du 112. Donc pareil, je sais pas quel impact ça peut avoir derrière, mais voilà. Donc même en termes de sécurité, quelqu'un qui relit le code d'OpenSSL, il a l'impression qu'un 3DES est sur 168 bits, alors que c'est que sur 112. Donc en termes de sécurité, peut-être qu'il faudra déconseiller un 112 alors qu'un 168 était acceptable.
un truc assez marrant, il y a une constante, OpenSSL no TLS. Donc en gros, vous pouvez compiler SSL sans support de SSL. Je pense que personne ne devait s'en servir, mais ça, voilà, c'est un peu... On retourne dans l'ancien monde. Pareil, en termes d'audit, voilà, ils sont tombés sur des trucs comme ça. Des outils pour faire des tests. Où j'espère que vous avez tous un utilisateur qui s'appelle EAY dans votre système, parce qu'autrement les tests ils passent pas. Donc vu que ça existe depuis des années, la question que les devs OpenBSD sont posées, c'est quand est-ce qu'on a lancé les tests la dernière fois. Parce que ça, vous le lancez chez vous, ça juste marche pas, quoi. Après il y a des codes, donc il y en a qui sont un peu longues. Ça c'est une code que j'aime bien de Tedu, donc, qui est un développeur OpenBSD. Il y a des commentaires en fait qui sont marqués dans les pages de manuel qui dit que les fonctions là, donc les fonctions DES underscore, ont été fournies à titre de compatibilité pour un temps assez court. Et comme il dit, lui ça fait 11 ans qu'il est dans OpenBSD et ça existe toujours dans OpenSSL, donc il considère qu'il travaille chez OpenBSD depuis un temps court. Voilà, donc pareil, le générateur de nombres aléatoires, remarque a été fait par Théodorade, qui est un des gros développeurs d'OpenBSD. OpenSSL, en fait, c'est juste une usine à vérifier si on a initialisé notre générateur aléatoire, et s'il n'est pas initialisé, à lui foutre des trucs dedans, du temps, vos clés privées, vos clés publiques. Voilà, comme il dit, bah, si je ne sais pas résoudre un problème, j'essaye au moins de le faire très, très salement. Voilà, donc la fameuse fonction B0 là, avec le clean SE, que soi-disant que c'est pour éviter les problèmes d'optimisation, et puis qu'on se rend compte à la fin qu'en fait le même morceau de code existe en version assembler. Pourquoi Pourquoi on s'emmerde à développer du code C qu'on refait en coup d'assembleur Je pense qu'il n'y a personne sur Terre qui aura une explication valable à ce genre de truc, quoi. Voilà, donc il y avait aussi des morceaux dans OpenSSL, des morceaux de Perl. Comme les devs d'OpenBSD ont dit, Perl, si ça s'appelle Perl, c'est bien parce que c'est un langage, on écrit une fois et on ne sait plus le relire derrière. Donc ils ont tout viré, tout ce qui était en Perl, tous les scripts de test et autres, ils ont fait ça proprement dans d'autres langages plus accessibles, avec moins de bordel à l'intérieur possible, pour bien comprendre ce que ça fait. Les grands moments, les gros problèmes d'OpenSSL, pourquoi des fois ça a été aussi pourri que ça? C'est parce qu'ils ont voulu prendre en compte énormément de systèmes existants ou ayant existé. Ils ont essayé de faire du support de Windows 16 bits. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui utilisent ça sur Terre. Enfin, peut-être les mecs d'OpenBSD. Mio, il va bien s'amuser avec des trucs comme ça. Et encore Windows, je ne sais même pas. Mais c'est des trucs antidiluviens, ça n'existe plus, quoi. Et il y avait encore des options de compile pour gérer du Windows 16 bits. Oui, mais après on vire du code, voilà, on vire du code parce qu'aujourd'hui ils voulaient continuer à avoir ce support-là qui parasitait tout parce que par exemple en 16 bits, effectivement, les int ils n'ont pas la même longueur que sur du 32 bits. Et voilà, quand on a du code comme ça, il y a pareil, il y a du VMS, je pense que je vais en avoir un. Ouais, voilà, ils essayaient encore d'avoir du Visual C++ 5.0. Enfin, c'est un truc qui date de Mathusalem, quoi. Enfin, ça va du... Ils essayaient, il y avait encore des hacks dans tous les coins parce que justement, il y avait des trucs qui n'existaient pas dans certains systèmes et qui existaient dans l'autre. Et donc, ils voulaient tout conserver. Ils ont conservé du support de VMS, de Windows, du 16 bits, du 32 bits, des vieux trucs comme ça. Enfin, on ne sait plus pourquoi, quoi. Ah oui, vous pouviez compiler SSL sur une machine qui n'a pas de socket. Je connais pas de machine qui n'a pas de socket aujourd'hui. Enfin, on fait tous de l'internet, on fait des trucs en interne. Enfin, il y a des serveurs, il y a plein de trucs. Pareil, ça a sauté hein, dans la version d'OpenBSD. Ils ont viré ça, ça enlève énormément de merde, ça clean énormément le code. Et donc, ça servait à rien, donc autant virer. Celui-là il est marrant. Donc effectivement, OpenSSL, ça date d'à peu près de 93, 94. À l'époque, UTF-8, c'était les tout débuts, donc il y avait une vieille norme qui s'appelait T61, qui a été approuvée en 93 en tant que norme. UTF-8 est arrivé l'année d'après en 94.
OpenSSL est toujours aujourd'hui par défaut compliant T61. C'est juste une option à la con dans un fichier de conf qui est absolument dans un coin que personne ne connaît, qui dit ah, bah, tout compte fait UTF-8 ça existe et faudrait tout passer en encodage UTF-8. Et par défaut on est toujours en T61 qui existe, qui est pas utilisé quoi. C'est mort, ça fait 20 ans que c'est mort quoi, et c'est toujours dans le code. Pour l'anecdote, un truc qui m'a fait marrer, T61 c'est aussi le nom d'un produit qui sert à l'euthanasie des animaux. Je pense que les développeurs d'OpenBSD de SSL auraient dû s'en servir un peu plus tôt. Voilà, donc pour finir sur OpenSSL, on va quand même remercier SSL d'avoir existé et d'exister toujours pour nous aider au quotidien. On ne pourrait pas faire beaucoup d'internet sans ça. Mais voilà, quand on fait de la crypto, il faut la faire sérieusement, sinon on n'en fait pas. Et juste pour le fun, moi je me suis dit si j'allais voir un peu ailleurs ce qui se faisait. Et là j'ai eu l'idée de sortir Tor. Et là j'ai pleuré aussi. J'ai donné un exemple assez parlant. J'ai été voir la spec de Tor, comment calculer une adresse .onion à partir d'une clé publique d'un serveur. La spec dit, je prends ma clé publique, je calcule, donc je sors le binaire au format DER, je fais un SHA-1 dessus, je récupère les 10 premiers octets, je fais un base 32 sur ce que j'ai obtenu, et je prends les 16 derniers caractères. C'est 3 lignes de code. Je me suis dit, je veux l'implémenter en Ruby, j'écris ça. Ou 16 premiers, ouais. Bon, c'est un détail d'implémentation, ça. Je veux l'implémenter en Ruby, je vais l'écrire comme ça. Je vais le faire en Python, je vais l'écrire quelque chose qui approche globalement ça. Je ne m'attends pas à avoir beaucoup plus de complexité. Et là, j'ai ouvert le code de Tor. Déjà, je me tape un crypto-digest qui réimplémente un SHA-1. Alors pourquoi est-ce qu'on fait des castes tout pourris de const on a un char étoile qu'on caste en const unsigned char avec des longueurs, avec du égal nul, et puis je retourne le machin, et... Why? Mais je continue. Base 32 en code. Si je le réimplémentais. Avec tout plein de trucs encore, des tests de nul, de int, des gros Tor assert, de trucs que tu comprends même pas. Why? Et puis là, je tombe sur un crypto pk getDigest. Pareil, je prends un pointeur nul, je fais de la longueur, je calcule subtilité OpenSSL. I2D RSA public key, ça veut dire je l'exporte en DER. Il faut des traducteurs en parallèle. Mais voilà, j'ai encore un gros paquet de trucs. Je suis obligé de tester les cas, si mon encodage est bien passé ou pas. Donc je suis obligé de libérer la mémoire de. Enfin, pourquoi? Et là, enfin, je tombe sur la fonction qui, effectivement, me prend bien une clé privée en paramètres, me calcule encore toujours par des trucs tout aussi cryptiques, avec des gros returns dans tous les coins et des bases 32 de machin, à plus savoir quoi en faire. Et là, voilà, ça me donne enfin mes 16 caractères de ma clé, de mon adresse .onion. Ce qui fait peur, c'est que ça, c'est pas de la sécurité. C'est juste un truc qui permet de sortir des caractères. J'ose même pas aller voir le code de comment ils font du chiffrement AES ou de la gestion de mémoire ou de comment ils gardent nos clés publiques, comment ils font les échanges. Enfin, quand je vois que 3 lignes de code, ils nous la transforment en une centaine de lignes totalement imbitables, je veux même pas aller voir comment ils font de la crypto, quoi. J'ai été voir sur d'autres logiciels, j'ai fait du Tor, j'ai fait du OpenSSL, j'ai été voir le code de GPG, c'est à peu près dans le même état partout. Globalement, le gros problème. Non, là, le code. Alors après, il y a toujours des problématiques de portabilité entre, par exemple, GPG, si on le compile sous Windows ou sous Linux, effectivement, il faut gérer des trucs différents, ou sous Mac. Mais ça explique pas des trucs comme ça. Là, vous voyez, j'ai pas de Mac là. J'ai pas de correspondance avec Mac ou autre, quoi. Ouais. Alors après, aujourd'hui, c'est peut-être le problème. Il y a Quinn Norton qui avait fait un post là-dessus, qui avait dit que C était bon pour deux choses, écrire des choses belles et fuiter violemment ta mémoire à coup de buffer overflow. Aujourd'hui, quand on fait de la crypto, il y en a beaucoup qui disent ouais, mais la gestion de la mémoire, en fait, c'est vachement bien parce qu'au moins on a le contrôle de ce qu'on fait. Je peux gérer ma mémoire, je sais que j'ai pas de garbage collector qui va me parasiter potentiellement mon temps de calcul ou ouais, enfin, est-ce que introduire un
garbage collector, ça permettrait pas d'éviter ce genre de merde dans le code, quoi. Est-ce qu'on n'a pas plus d'intérêt en termes de sécurité à avoir du garbage collector qui en plus se déclenche un peu n'importe comment et comme il veut, donc en termes de timing attack, c'est un peu complexe, plutôt que de se taper, enfin voilà, mon type de retour ici à faire mon free, ou celui-là. Ici, juste parce que j'ai fait une allocation mémoire de je sais pas trop où, je suis obligé de me taper 2 free dans mon code. Pour un peu que je fais un copier-coller à la con, où je libère 2 fois ma mémoire, et au final, je comprends pas le code, quoi. Moi, j'ai eu à mettre les mains là-dedans pour un projet personnel. J'ai passé, déjà pour trouver les fonctions, j'ai dû passer 2 heures, parce que crypto pk get digest, enfin, c'est pas clair, quoi. Et ouais. Mais après, voilà, est-ce que de faire des outils, déjà une première chose, c'est il faudrait qu'on ait des librairies pour faire de la crypto. Quand je vois que ce soit Tor, OpenSSL, GPG, ont réimplémenté du Base32, du Base64, du SHA-1, du printf, de la comparaison en temps constant, pourquoi est-ce qu'on n'a pas une librairie de crypto rédigée par des cryptographes qui nous fournit des primitifs comme ça qu'on puisse réutiliser dans nos softs? Pourquoi est-ce qu'on se galère encore à faire du C? On sait qu'on a beaucoup plus de problèmes en termes de compilation, de portabilité, de fuite mémoire, de robustesse et autres. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas sur des langages plus haut niveau, sans peut-être parler de Python ou de Ruby, mais pourquoi on n'a pas quelque chose d'intermédiaire qui permettrait de faire de la crypto proprement sans écrire du code comme ça, quoi. Mm. Ouais. Ouais. Parce que aujourd'hui, quand on est sur du langage, quand on est en C ou en C++, il y a des pièges qui sont monstrueux. Il y avait un exemple, d'ailleurs, je crois que c'était aussi sur OpenSSL. On en a un bout ici, d'ailleurs. Par exemple, on a CryptoDigest. Ils font un test inférieur à 0. Parce qu'en gros, ça veut dire qu'il y a une erreur. En fonction du cas, des fois, l'erreur, ça va être 0. Des fois, ça va être inférieur à 0. Des fois, ça va être supérieur à 0. Même quand ça renvoie 0 ou 1, pourquoi ils n'ont pas un truc qui dit true false? Ça éviterait de se poser la question. Il y a eu de la refacto qui a été faite sur un projet, je crois que c'était OpenSSL, où effectivement les mecs ont fait une fonction qui retournait 0 ou 1 pour dire si c'était vrai ou faux, alors qu'avant ça retournait inférieur à 0 ou supérieur à 0, et les mecs n'ont pas pensé à corriger ici ils avaient égal égal 0, parce qu'avant quand c'était 0 c'est que c'était bon, et maintenant non, quand c'était 1 c'était bon. Et le compilateur il n'a pas vu l'erreur, et du coup le truc était complètement inversé, quoi. Et il y a plein de pièges comme ça qui font qu'en termes de crypto, à auditer, à comprendre, à déplomber, on pleure juste, quoi. Et aujourd'hui, tous les outils de crypto sont faits en C. Il n'y a pas de langage intermédiaire. On pourrait passer sur du Java ou du Ruby ou du Python. Mais apparemment, c'est pas l'air d'être la grosse mouvance là-dessus. Mais la gestion de la mémoire... Ouais, il y a d'autres contraintes. Il y a d'autres contraintes, mais après, est-ce qu'il ne faudrait pas trouver justement un juste milieu entre du truc super bas niveau comme ça qui nous explose dans les mains, ou en Go, peut-être le Go. Le Go est à mon avis un truc qui pourrait peut-être être prometteur. Mais ouais, en Swift. Mais aujourd'hui, quand on voit toutes les erreurs là qui ont été remontées par les équipes d'OpenBSD, il y en a, à mon avis, 80% qui sont dus juste à des problèmes de langage avec du C, quoi. On serait sur des langages, on serait en Java, on aurait vu les erreurs, on n'aurait pas eu, on ne voit même pas les erreurs parce qu'on n'aurait pas géré notre mémoire à la main. Les équipes d'OpenBSD ont remonté plein de memory leak, de double free pointer, de null dereference, d'autres choses comme ça. Parce que les gens, c'est tellement complexe qu'on sait plus ce qu'on doit faire. Là, par exemple, on oublie l'underscore free ici, le truc il leak. Et pourquoi est-ce qu'on est obligé de le mettre là? Bah oui, mais parce que le truc nous a retourné un caractère. Enfin, c'est super piégeux, quoi. Ouais. Bah, j'avoue que j'ai pas encore. Hmm. On a un contrôle de la mémoire, mais quand je vois ça, je dis qu'il n'y a pas de contrôle de la mémoire. Les, c'est un problème, il y a un problème de rigueur, mais quand on parle de crypto, on ne devrait pas faire confiance aux développeurs. On le voit bien là, les nombres de free, le nombre de double free de memory leak qui ont été remontés par OpenBSD. Pourtant, OpenSSL, c'est des cadors en développeurs. C'est des développeurs qui sont très compétents, je leur ferai confiance. Mais quand on voit le nombre d'erreurs qu'il y a eu,
On aurait dû le détecter, quoi. Ouais. Aujourd'hui, OpenBSD a quand même d'autres sont beaucoup plus rigoureux en termes d'audit de code, relecture et autres. Ils sont quand même connus largement pour ça. Mais un mec qui va committer tout ça, enfin voilà, ça non, ça pourrait se reproduire. Par contre, je pense que le code serait relu et qu'il détecterait le problème. Après, si on peut se faire aider en ayant d'autres langages justement, il y a peut-être quelque chose à inventer, mais avoir quelque chose qui permette de détecter les erreurs beaucoup plus tôt. Quand on parle de crypto, on n'a pas le droit à l'erreur. Euh, et aujourd'hui, oui. Ah oui, non mais complètement. Ah non mais il y a des choses, c'est pour ça, moi je disais c'est 80% du C, mais effectivement après il y a des problèmes comme ça, où il y a des coquilles, il y a des problèmes de chemin hardcodé, de trucs comme ça qui effectivement ça reste de l'humain, on pourra pas. Mais aujourd'hui, on serait sur des technos autres, on n'aurait pas eu le problème. On a des problèmes de malloc, les problèmes de malloc, donc que ce soit buffer overflow, memory leak ou autre. On a quasiment que ça en ce moment avec OpenSSL ou d'autres, et c'est uniquement dû à des problèmes de langage. Ouais. Bah, en C, il y a des outils. En C, il y a des outils pour faire ça. OpenSSL, c'est pas possible. Mais même en supposant qu'ils avaient écrit correctement avec des mallocs, il y a des morceaux de code d'OpenSSL que j'ai vus. Entre le moment où ils font l'allocation mémoire au tout début et doit y avoir 500 ou 600 lignes de code avec tout plein de conditions débiles que tu comprends pas et qu'ils sont obligés de gérer. Ah oui, mais attends, là j'ai pas encore libéré ma mémoire. Ah oui, mais il faut que je pense à la libérer. Ah oui, mais non, le if d'avant, effectivement, je l'avais déjà fait. T'as du free en fait, quasiment une ligne sur deux, t'as un memory free quoi. Non, parce que ça, tu arriveras pas à le faire autrement. Tu vois, par exemple, ça, là, tu as un problème potentiellement. Un développeur qui va faire un copier-coller, il oublie de mettre un free. Hmm. Ouais. Mais là, par exemple, un développeur qui fait un copier-coller et qui rajoute une condition là, il va dire ah bah tiens, je fais un copier-coller, je rajoute le free dedans parce que je libère ma mémoire. Bon, il va peut-être le voir là parce que ça va être deux free côte à côte. Imagine que entre ça et ça, tu as 600 lignes de code. Tu vas en oublier quoi. Et même les développeurs d'OpenBSD, il y a des commits réguliers en disant ah merde, j'ai oublié encore, j'ai un double free là ou j'ai une memory leak là. Et c'est tellement complexe. Si on parle technique, la complexité cyclomatique de certaines fonctions, c'est-à-dire le nombre de branches qui sont possibles dedans, c'est plus proche de 10, 15 ou 20 que de 3. Et de garantir que ta mémoire elle est bien libérée une et une seule fois par les 20 branches, tu commences à pleurer quoi. Et si ta mémoire elle n'était pas à gérer, alors sans parler d'aller jusqu'au Java où effectivement là tu n'as aucun contrôle, on sait aujourd'hui toutes les fuites, les gros problèmes qu'on a sur les librairies de crypto, c'est du problème de mémoire, quoi. On n'a pas de backdoor, on a du code qui marche bien, on a des protocoles qui sont fiables. C'est l'implémentation qui est juste horrible, quoi. Ouais, quand j'ai dû mettre les mains enfin, dans Tor pour calculer ce bordel de 16 caractères, enfin, j'ai passé 2 heures, quoi. Et je relis le code et je suis absolument incapable de garantir que le truc marcherait, quoi. Et pourtant, c'est juste des shawan avec du Base 32, quoi. Alors, j'imagine même pas passer sur de la lecture de clés AES ou autre sur Tor, quoi. La réponse est toujours la même, bah ouais, mais on sait, c'est bien. Après, il y en a qui disent, bah oui, la gestion, l'allocation mémoire, quand il y a du garbage collector, on garantit plus justement quand est-ce que ça va se déclencher, est-ce que notre mémoire va être vraiment libérée. Euh, et ils se posent des problématiques plus timing attack ou autre. Ou garantir, par exemple, là, quand on parle d'effacement de clés AES, effectivement, tu es en Java, tu dis, vas-y, libère-moi ça. Euh, il te le libérera peut-être dans 20 ans, ou pas. Mais
Non, c'est pour ça que c'est Java. Non, Java, tu peux pas faire de crypto. Tu auras peut-être des moyens de le faire, mais aujourd'hui, il y a peut-être aussi un langage à inventer, un truc à trouver entre les deux. Mais aujourd'hui, toutes les failles qu'on a, les grosses failles qu'on a lieu en ce moment, c'est des problèmes c'est des bordels de problèmes de mémoire, quoi. Voilà, et en plus, quand on réimplémente le monde, c'est encore pire. Heartbleed, on aurait fonctionné avec des systèmes standards, on fuitait pas nos mémoires. On se bouffait un null pointer exception ou un buffer overflow et c'était réglé, quoi. Je crois que j'avais plus rien prêt, bah voilà. Je sais pas si vous avez des questions. Bah attends, il y a un micro. Bah attends. Du coup, ça veut dire que OpenSSL avait jamais été audité avant. Alors ça c'est une bonne question parce que OpenSSL a théoriquement été audité et même qualifié par le NIST, qui est un organisme américain de vérification de tout ce qui est crypto et qui vérifie que le truc correspond bien et bien c'est bien safe et compagnie. C'est approuvé, il y a ça dedans, quoi. Euh, Ils ont voulu faire un cadeau à l'NSA ou donc normalement oui, le code est censé être audité. Si on prend le commit de où qu'il est. Si on prend le commit de Heartbleed, on a bien un développeur qui a été relu par un core dev OpenSSL. Donc normalement, oui, ce code Heartbleed a été relu. Mais après, le truc est tellement complexe que justement, tu peux plus. Tu me demandes, si on reprend l'exemple de Tor, tu me demandes de déplomber le truc qui fait 3 lignes. Oui, je te l'audite, en 2 minutes c'est fait et je te dis, il n'y a pas de bug. Tu me donnes les 100 lignes qu'ils ont écrit. Ça veut dire à un moment qu'ils n'ont pas fait leur boulot jusqu'au bout. C'est que, enfin, peut-être que c'était pas faisable de le faire jusqu'au bout, mais dans ce cas, ils auraient pas dû dire oui, ils peuvent pas dire si c'est valide. On dit on sait pas. Ouais, bah après, je sais pas comment J'avoue que j'ai pas été regarder comment ils communiquent sur les qualifications, les audits. Mais ouais, je pense que ça peut pas être audité. Quand je vois le temps qu'a pris par exemple l'audit de TrueCrypt, ils ont mis plus d'un an, je crois, un truc comme ça, ou en tout cas beaucoup plus que 6 mois, entre 6 et 10 mois, pour auditer tout le code de TrueCrypt. Et ouais, enfin, oui, c'était que le bootloader, mais il y a l'autre truc qui arrive. Donc si on veut faire un vrai audit, ça demande du temps, ça demande des moyens. L'autre problème d'OpenSSL, c'est justement le manque de moyens. Le budget OpenSSL s'élevait à 20 000 dollars, je crois, par an, un truc comme ça. Enfin, un truc ridicule. C'était limite le barbecue de la NSA à la fête de quartier là-bas. Les boîtes commerciales, Amazon, machin et autres, utilisent OpenSSL à mort, se font un fric de monstre là-dessus. Les banques, toute la vente en ligne et l'e-commerce, ils se font un fric fou avec OpenSSL et il n'y a rien qui revient à la communauté, quoi. Donc c'est sûr que s'il y avait, même si Amazon débloquait, mais je sais pas, 0,1% de ses bénéfices pour OpenSSL, on aurait du temps, des moyens pour auditer, quoi. Là, les gens, c'est effectivement des bénévoles, ils sont pas payés pour ça, ils passent pas leur journée à faire ça. Enfin, si. mais voilà, c'est sûr que faire de la crypto aujourd'hui, il faudrait avoir des budgets beaucoup plus conséquents. Ça va peut-être bouger parce qu'il y a justement, suite à Heartbleed, il y a pas mal de failles, il y a des collectifs qui se sont montés, j'ai plus le nom en tête, mais qui regrouperaient tous les trucs de crypto pour mettre d'un côté les utilisateurs, donc Google, Amazon, tous les trucs comme ça, et de l'autre côté les outils de crypto qu'ils utilisent, donc les serveurs web, SSL, la messagerie et autres, pour dire comme on s'en sert, on va vous financer une partie de votre budget, quoi. Mais aujourd'hui, c'est clair que c'est pas le cas, quoi. Et la crypto, tout le monde se goinfre dessus sans forcément en remettre à contribution. Donc après. Non, tu parlais d'autres personnes qui implémenteraient OpenSSL, mais alors du coup, Boring SSL. Alors en fait, aujourd'hui, il y a plusieurs forks de OpenSSL. Suite au constat d'Heartbleed, il y a la OpenBSD qui a forké, donc qui a fait LibreSSL, qui est un code ils ont viré toutes les couches de merde, toute la compatibilité avec VMS, Windows, tous les bouts de code là comme ça, ils ont tout remis d'équerre, qui est utilisable aujourd'hui que sous BSD, malheureusement, et ils espèrent un portage sous Linux plus tard. Il y a Boring SSL qui a été forké par Google, parce que je pense que Google s'est dit, ah bah oui, effectivement, c'est complètement dégueulasse, donc on va faire notre truc.
Je trouve ça un peu con. Il y avait LibreSSL, il aurait fallu se mettre dessus et justement faire attaquer tout de suite le portage, le faire proprement. Les équipes d'OpenBSD, je pense que sont très demandeurs là-dessus aussi. On voit bien avec OpenSSH. Hein. Ouais, mais enfin, bah, quelles que soient les justifications de Google de toute façon, même si Google dit que c'est effectivement pour faire de la compat, on fait pas un fork. On va bosser avec les équipes d'OpenBSD, ils l'ont très bien fait avec OpenSSH. OpenSSH aujourd'hui ça tourne sous Windows, Linux, Mac et compagnie. Mais voilà, il n'y a pas de raison de forker quoi. Surtout, là sur la crypto, on a intérêt à concentrer les efforts et les financements plutôt que de s'éparpiller sur 35 000 forks. Parce que là, s'ils forkent OpenSSL, ils ont tout le taf d'OpenBSD à refaire pour revenir propre quoi. Donc, ouais, ça pourrait aussi être une blague. Ouais. Oui, juste sur LibreSSL, ils en sont pas encore du tout au portage, hein. Ils essaient de faire un truc qui marche sur Open et voilà, avant de commencer le portage comme ils ont fait sur OpenSSH. Donc c'est pour ça que Google est pas dedans, je pense. Aujourd'hui, ouais, LibreSSL, ils n'ont pas du tout pour objectif de le faire tourner sous Linux. Donc eux, ils se focalisent sur BSD et ils ont dit non, pour l'instant, Linux, ça nous intéresse pas. On s'en occupera peut-être plus tard, mais on s'occupe déjà de notre plateforme, quoi. Tu signalais que tu aimerais bien, dans le principe, avoir une lib de crypto qui soit fait en autre chose qu'on C. Un des problèmes que je vois, c'est que même si on le fait en autre chose qu'on C, il y a deux choses. C'est un, on n'a pas envie de s'emmerder avec un interpréteur. Et deux, dans tous les cas, il faut quand même avoir des bindings C pour pouvoir l'utiliser dans à peu près tous les autres langages. Donc est-ce que tu connais des trucs qui permettent vraiment de faire ça en autre chose qu'en C? Alors, aujourd'hui, des libres de crypto, il n'y en a pas. Enfin, il y en a quelques-unes, mais... Ouais. Ouais. Après, ouais. Ouais. Bah oui, effectivement, il y a des travaux de chercheurs sur la crypto. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est la crypto de chercheurs. C'est pas de la crypto utilisable couramment. Après, il y a des vecteurs d'attaque, par exemple le time shining, time channel attack. Voilà, les chercheurs généralement disent, bah voilà, on a trouvé les elliptic curves, par exemple, on va vous poser les elliptic curves. Ouais, mais maintenant, il va falloir implémenter toutes les fonctions de manière à ce qu'elles soient safe. Donc, c'est-à-dire de ne pas avoir de comparaison en temps linéaire, mais toujours en temps constant. Donc effectivement, théoriquement, il y a des trucs qui existent et qui sont dans les labos et qui sortent, mais il reste l'implémentation. Le meilleur exemple, c'est AES. Et AES, c'est super simple à comprendre. Ça s'implémente en 20 minutes, on a implémenté un AES. Mais on a énormément de failles en termes de mémoire, en termes de time attack, plein d'autres trucs comme ça. Donc on ne réimplémente pas d'AES à la main. Après, qu'on ait une lib de crypto, qu'elle soit en C ou autre chose, à la limite, je m'en fous. Ce que je veux, c'est une lib de crypto qui marche. Tu la fais dans le langage que tu veux, tu me garantis juste qu'elle ne leak pas mes données, tu garantis juste qu'elle est en temps constant, tu l'écris en assembleur si ça te chante. Le but, c'est d'avoir un truc qu'on puisse justement se reposer dessus, quel que soit le langage, pour faire du SHA-1 de manière sécurisée, faire du BAS32 de manière sécurisée, ouvrir des channels avec du SSL de manière sécurisée. Un exemple tout con, OpenSSL, vous en servez en standard dans votre librairie, il n'y a pas de vérification du hostname. C'est-à-dire qu'on va vous présenter des certificats qui sont en google.fr sur un site qui est en facebook.com, OpenSSL, il ne gueulera pas. Parce que c'est implémenté à la mano par les applications tierces. Firefox a développé le sien, Curl a développé le sien, WCat n'avait pas le sien jusqu'à très récemment. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas une lib qui permet de dire voilà, je me connecte à ça, je fais telle vérification et c'est fini quoi. Aujourd'hui, tu es obligé de mettre des morceaux dans tous les coins pour que ça marche. Des SHA-1, il y en a je ne sais pas combien d'implémentations. Il y a des trucs encore plus pires. AES, c'est pareil, il y a des implémentations même en JavaScript d'AES. Est-ce qu'ils ont pris en compte toutes les problématiques qu'il y avait dessus? Je ne suis pas certain. Mais aujourd'hui, ce serait pas mal d'avoir une lib comme ça qui soit, si possible, auditée ou en tout cas une lib de confiance. Où le jour où on a besoin de primitives de crypto, on se tape 3 lignes de code, exemple typique à Tor, on se tape 3 lignes de code auditables et compréhensibles, plutôt que de tout redévelopper et d'avoir des trucs, des bouillies infâmes de code, quoi. Y a-t-il d'autres questions?
Non. Bon, et ben je vous remercie. Et si vous voulez, pour parler de crypto ou plein d'autres outils comme ça, pendant les 4 jours là, il va y avoir des crypto-parties. Chiffre au fait, café vie privée au 4e étage. Donc on parle justement SSL, Tor, GPG, sécurité, vie privée sur Internet et autres. Donc n'hésitez pas à venir, à poser vos questions et on partagera avec grand plaisir. Merci à vous.